Grosse semaine de littérature. Il y a le guide Michelin qui a été publié. Il y a... Est-ce qu'on publie une nouvelle édition du Robert quand on annonce les nouveaux mots qui font leur entrée? Est-ce qu'on publie encore ça, un dictionnaire? Est-ce que ça marche avec mon concept de grosse semaine pour la littérature? Existe-t-il une copie du Robert? Sauf erreur, il y a une mise à jour des dictionnaires annuels. Mise à jour annuelle des Quand on dictionnaires. était jeune, il y avait un dictionnaire qui sortait à chaque année. Oui, je pense que ça existe font encore. ça. Oui. Donc, vous avez vu qu'il y a, c'est ça, mise à jour du Robert. Oui. Bon, Carey Price est cité dedans. Parce que le mot chill a fait son... c'est lié. A fait son entrée. Ben, c'est Carey. Carey Price et chill, c'est lié. Chill out. Exact, oui. Je trouve ça triste. Chill est dans le dictionnaire maintenant. Oui. Ben, écoute. Hein? C'est là qu'on Est-ce que ça témoigne de notre... On est vieux, amer et aigri. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. On se plaint aux nuages. Quelle est la définition de chill? Je serais curieux. Je vais aller voir ça. Regarde ça, puis tu nous diras aussi... Il y en a d'autres, là. D'autres mots qu'on pourrait... chill. Qu'on pourrait regarder de haut en se disant... Calme, tranquille, décontracté. Oui, mais il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. Ça, c'est chill. Ben oui, ben c'est de ça dont on parlait. Oui, mais je pensais que tu ne... Donne-nous d'autres exemples. J'aurais pu te prendre Cône Orange qui a fait son entrée. Ouais, mais ça, c'est pas un mot. C'est assez... Il y a des expressions aussi. Oui, des mots, des expressions qui ont un nouveau sens. Donc oui, chill, calme, tranquille et décontracté. Oh, là, je dirais pas ça. Cagnotter, collecter de l'argent dans une cagnotte. Donc, mettons, quand moi, je remporte un pool... Ou un prix littéraire, comme ça t'arrive. Ouais. Puis que je ramasse la cagnotte, je cagnotte. Je cagnotte, tu cagnottes. J'ai cagnoté, tu cagnottes régulièrement. Le déjeuner des cagnotiers. Ça serait bien. Peut-être l'an prochain. Ouf. Attends, je vais essayer de vous en débunker. Ouais. Démontrer la fausseté d'une affirmation ou autre chose. Ça, Marc-Antoine, on l'a débunké. Ah, ben oui, ça vient me chercher. Okay. Là. Comme ça te repousse. Là, ben oui, si tu veux, je pense que ces mots-là, il doit y avoir déjà des équivalents français. Oui, exactement, je suis d'accord. Réglé ou solutionné. Moi qui est un Jules, j'avoue que ça me... Ah ouais. Chill, ça vient me chercher chill donc. Débunker. Donc, je peux dire chill autant que je veux dans le balado. Mon français est de haut niveau. Impeccable. Une dinguerie. Hein? Tu vois, si c'était pas là, ça, je suis d'accord avec ça. Une dinguerie. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Moi, au lieu d'aller du côté des anglicismes, j'aime mieux les néologismes. Ouais. Comme la personne qui a trouvé divulgacheur, par exemple, je trouve ça brillant. Ouais. Tu sais, mais aller du côté, justement, être débunké, là. Non, je suis d'accord. Ou la balado-diffusion, ça a été long avant qu'on accouche de quelque chose. C'était le podcast, puis tout ça. Puis, quelque chose qui avait de l'allure. Un balado, je dis bien. Mm-hmm. Mais à Radio-Canada, on dit un balado. Une balado-diffusion. Et une balado-diffusion, mais ailleurs, ils disent une balado. Ah ouais? Ouais. Puis à chaque fois, je fais Ouais, ça ressemble un peu comme trampoline, hein? Ah non, mais oui, mais un trampoline, c'est universel. Là. Non, mais ça a été changé. Arrête donc. Oui, ça a été changé. Écoute, je me souviens, j'étais chroniqueur à Entrée principale. L'année, ou en fait la semaine. Oui, ça, je me rappelle de ça. La semaine. Je disais pas André. Oui, André principal. André. Et la semaine où ils ont fait la modification, il y a eu des confettis, ça a célébré dans l'entrée principale de Radio-Canada. Pour le trampoline? Oui, parce que le trampoline est devenu la trampoline. Il est devenu les deux, oui. Oui, ce qui devait être la norme, là, c'est comme ça marchait pas, le trampoline. Moi, j'étais encore un dictateur sur ces affaires-là. Comme si les enfants disent une trampoline, je dis c'est un trampoline. Des chevals. C'est accepté maintenant. Ouais, mais ça. Est-ce que c'est vrai la rumeur comme quoi c'était un académicien qui s'était trompé? Je sais pas. Puis qui avait utilisé ce mauvais accord-là, soit à l'écrit ou à l'oral, je me rappelle plus. Et que c'était. Et au lieu de le confronter, ils ont changé la langue française. Ne pouvant pas se tromper, on a fait. C'est peut-être, honnêtement, je dis ça, là. C'est la dégradation. C'est vraiment probablement une légende urbaine. C'est le péril de notre société. Un pelleteux. T'as le droit de dire ça. OK. Pelleteux. Toi, t'es un peu un pelleteux. Vélo-rue.
Bon. OK. Ça fera. Alors, ton introduction, c'est une grosse semaine littéraire. C'est ça. Ouais. Tout. Ben, tu content des étoilés? On va passer suffisamment de temps. Déçu. Le guide Michelin. Déçu que certaines alors oui, tables... je veux m'exprimer sur le guide Michelin. Il me semble que c'est ton... Oui, c'est ça, c'est parce que il y a plusieurs catégories, mais il y a une catégorie genre les restaurants que le guide recommande. C'est comme une longue liste. Il y a plein de restos que j'aime là-dedans. Un qu'on a fréquenté il n'y a pas longtemps. Absolument. Et qui aurait mérité une étoile, à mon sens. À la place de restos que je connais, qui ont des étoiles, avec lesquels je les connais pas tous, mais ceux que je connais qui ont des étoiles, je suis pas d'accord. Nichols. Voilà. Nichols. La cage au sport. Pacini. Mais celle de la place Versailles est vraiment bonne. Quand même. Mais là, ils vont démolir la place Versailles. Ouais, il reste 2-3 ans. Là. Probablement un nouveau palais. Non, c'est des condos. Non, là, je sais, mais la cage, qu'est-ce qu'ils vont... Sera-t-elle relocalisée? J'irai poser la question. D'accord. OK, aujourd'hui, spécule égal. Toronto au bord de l'impulsion. Non. De l'implosion. Mais c'est peut-être... Toi, un dictionnaire, non, mais c'est peut-être ça un lapsus. Pas de tort. C'est peut-être un lapsus prophétique. Il serait temps qu'ils aient une impulsion. C'est un vrai, là. Ils sont sur le bord. Ils sont sur le bord depuis 9 ans. On est proches. On est peut-être proches. Et Edmonton est lancé. C'est Tellement Hockey, épisode 407. Avec l'ancien chroniqueur d'André Principal et journaliste affecté, aux affaires et trampolineur à 16 heures. Ouais. Et affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Salut les gars. Oh là, ouais. On voit qu'il y a du registre. Et votre Jules Fournier, affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Et de la littérature de bas étage. Du français, de la langue. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupard. Un petit peu de neurasthénie. OK. Enchaînons. Alors, c'est ce temps de l'année, on va en profiter. Tout le monde le fait, on va le faire nous aussi. Vous avez écrit là-dessus cette semaine, d'ailleurs, Alex, sur les potentielles options au centre d'un deuxième trio, de ce que l'on imagine. C'est ce qu'on recherche ici. Pour le Canadien. Et Marc-Antoine, tu as écrit sur un potentiel appui en défense, à la droite. Oui. Alors, pourquoi? C'est du contenu gratuit, comme disait mon mentor. On va pas bouder notre plaisir. Ça alimente les conversations partout là, depuis le bilan du Canadien. On va commencer avec la défense, Jean-Pierre. Ça va, ça a été publié hier, sur le site web de Radio-Canada. Et je vais commencer avec la question, parce que je pense que dans le top 6 offensif, là, la question se pose moins. Mais pour ce qui est d'un ajout en défense à droite, est-ce nécessaire? Pensez-vous que c'est quelque chose que si ça n'arrive pas, c'est un problème? Non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a deux questions préalables avant d'aller chercher de l'aide extérieure. La première, c'est de savoir est-ce que le Canadien est confortable à l'idée d'utiliser un autre gaucher sur son côté opposé. Martin Saint-Louis, en général, n'est pas chaud à l'idée. Les entraîneurs, de manière générale, en défense, ils n'aiment pas voir des gauchers à droite ou des droitiers à gauche, ce qui est très, très rare, des droitiers à gauche, remarquez. Mackenzie Weegar. Chacun sur son côté. Oui, et les vaches seront bien gardées. Voilà. Et puis, donc ça, il y a ça qui est une réflexion à avoir. La seconde, c'est il y a de jeunes défenseurs droitiers dans l'organisation qui sont à Laval en ce moment. On pense évidemment à David Reinbacher puis à Logan Mailloux. Là, il faut déterminer, l'organisation doit déterminer, peut-être dès cet été, est-ce qu'ils ont des chances véritables de percer dans l'alignement dès l'automne ou, à la lumière de ce qu'on voit en séries éliminatoires du Rocket, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Reinbacher a un avenir très prometteur, mais il n'y a pas non plus beaucoup de millage dans le hockey nord-américain. Puis de lui dire il va être dans notre top 6 dès l'automne, c'est pas acquis. C'est précoce, disons. C'est ça. Alors, moi, je ne veux pas l'exclure, mais lui donner d'emblée un poste en vue de la saison prochaine, pas sûr. Fait que là, c'est à partir du moment où tu as ces deux constats-là, là, tu dis OK, ça va nous prendre un droitier, parce que là, il y a seulement Alexandre Carrier qui est un droitier naturel. Puis on va déjà
vraisemblablement utiliser un gaucher à droite. Lane Hudson s'est très bien débrouillé, comme on le sait, puis il était très à l'aise plus la saison avançait. Là, ça te prend un troisième défenseur. Idéalement, ce serait un droitier. Idéalement, ce serait un gars qui jouerait en désavantage numérique aussi. Donc, ça n'a pas besoin d'être un candidat au trophée Norris, mais c'est quelqu'un qui, à tout le moins, peut prendre des responsabilités semblables à ce que faisait David Savard. Oui, je pense, honnêtement, pour répondre à ta question, je pense que c'est essentiel qu'ils aient en chercher un. Ça, c'est clairement de ça une opinion franche. À savoir, il y a plusieurs possibilités là, dans ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on va viser? Tout ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que ça en prend un? Je pense que oui. Carrier, Marc-Antoine vient de le dire, c'est le seul défenseur droitier, donc ça en prend davantage. Puis peut-être juste dans un rôle de soutien, peut-être juste un septième défenseur, comme David Savard était en train de devenir là, dans les toutes dernières semaines, tout derniers mois de sa carrière. Quitte à ce qu'il y ait de belles surprises, quitte à ce qu'Hudson continue à super bien faire sur son côté opposé, est-ce que, je ne sais pas moi, David Renbacker s'impose, mais d'en avoir un autre qui est conscient de son rôle, qui ne joue pas nécessairement tout le temps, mais il va avoir des blessures de toute façon. Ça prend des défenseurs droitiers. Tu as besoin de gars qui savent jouer, qui jouent de ce côté-là, tout simplement. Donc, moi, je pense que c'est essentiel. Après ça, à mon avis, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme défenseur droitier? Est-ce qu'on veut une simple police d'assurance? Puis, dans son texte, Godin a quelques suggestions à ce propos. Qui sont très bonnes, donc on va examiner. Ou on tente d'aller chercher un David Savard d'il y a 4 ans, quand il a débarqué avec Montréal, ou un gars comme Carrier qui peut aider, qui peut prendre plus de responsabilités. Donc, la question, elle est vraiment là dans le profil qu'on recherche, à mon avis, mais encore une fois, je pense que ça en prend un. Mais plus c'est un haut profil, meilleur est le joueur, plus en même temps, il y a le risque qu'on tombe dans ce qui a l'air d'agacer beaucoup Gorton et Hughes, c'est-à-dire de bloquer la route à un jeune défenseur. Si tu veux pas non plus t'engager, de dire OK, on va aller chercher un gars qui va donner un contrat de 5. Ouais, mais Noah Dobson serait meilleur. Mais c'est ça. Faudrait. Si tu as la possibilité d'aller chercher Noah Dobson, ça serait bien que tu y réfléchisses. Surtout pas parce qu'il pourrait bloquer. Oui, c'est ça. Mais pas tant, parce qu'il va quand même avoir un troisième poste de droitier. Je cabotine, mais je termine Marc-Antoine, mais je m'en vais quelque part. Puis le jour où tu as un surplus de gaucher, ben tu te débrouilles avec. Là. Ça te donne des options. Puis le jour où Alexandre Carrier est ton troisième défenseur à droite, ben tu es en business. Ouais. Je cabotine parce que moi, ça m'obsède. Moi, je suis... Bâton à gauche, tu joues à gauche, bâton à droite. Moi, faut pas que ça soit plus compliqué. Là-dessus. Oui, faut pas que ce soit plus compliqué que ça. Et pour une rare fois, je m'adonnais à lire une entrevue que David Renbacker a donnée à RG Média. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais en lisant les propos de Renbacker, qui disait que ça allait bien en série, puis qu'il était content, puis qu'il était bien bodé avec Lane Hudson, puis qu'il s'envoie des textos et tout. Puis j'ai comme eu l'impression que l'état-major du Canadien voit Renbacker à Montréal. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est pas du tout de ça dont il était question dans l'article, là, mais je pense qu'on voit Renbacker à Montréal l'an prochain. Je pense qu'on a peut-être été prompt dans les médias. Je parle pas de nous, là, mais c'est quelque chose qu'on entend depuis 1 an maintenant. On a peut-être été prompt à échanger ou à imaginer que Logan Mailloux serait échangé. Alors qu'il joue, je crois comprendre son meilleur hockey là, depuis qu'il a fait le saut chez les professionnels. Ce serait, comment dire... Je comprends pas pourquoi qu'on échangerait un défenseur de cet âge-là avec ce profil-là et ce potentiel-là. Je comprends pas. On n'a pas juste été prompt, là. Je veux dire, je vous rappelais la transaction qui avait finalement avorté l'été dernier où Logan Mailloux était échangé là, pour aller à Anaheim. Pour Travis Zegras. Dans la transaction de Travis Zegras, oui. Donc, mais là, c'était pas, comment dire... Alors, eux le considéraient, là. Oui, bien évidemment, quand tu veux... Non, mais c'est parce que là, dans toutes les spéculations, et c'est le segment qui porte ce nom, tu sais, Logan Mailloux est toujours... on va donner 2 choix et Logan Mailloux. C'est toujours comme on va donner Logan Mailloux. Ben, c'est parce qu'il y a de la valeur. Attention, là, il y a de la valeur. Non, pas de Logan Mailloux, peut-être. C'est comme si c'était le seul espoir du Canadien qui a de la valeur, du talent, mais dont les amateurs sont prêts à se passer. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a un autre défenseur très offensif avec l'équipe, parce qu'on a l'impression que ses atouts peuvent être facilement remplacés par ce qui est déjà dans la formation du Canadien et que ces lacunes ne se sont pas
amélioré maintenant qu'il y a 2 saisons professionnelles sous la cravate et tout, et que pour toutes ces raisons-là, il devient un peu en surplus. Expandable. Expandable qui fera son entrée dans le Robert dans 2 ans. Il est en surplus. Ouais. Mais tu as raison que il faut se poser... C'est bien de parier sur le talent dans la vie, là. Surtout avec un défenseur aussi jeune. Et ça peut revenir te hanter plus tard si tu fais cet échange-là. Tu sais jamais. Ça, c'est sûr. Mais dans le cas de Mailloux, l'idée, c'est qu'il y a toujours un timing quand tu explores la possibilité d'échanger un jeune joueur. C'est bien beau d'attendre et de dire on va être bien certain de notre coup parce qu'on ne veut pas commettre une erreur. Mais à un moment donné, si tu attends trop longtemps, le manque de progression ou ses lacunes deviennent non seulement visibles pour l'équipe qui détient ses droits, mais pour toutes les autres équipes qui pourraient être potentiellement intéressées. Fait qu'à un moment donné, il faut que, quand la fenêtre est encore ouverte, des fois, tu te dis, ben là, on est prêt à renoncer à ce joueur-là parce que celui qu'on veut aller acquérir aussi, on en a besoin puis on le veut. Dans le cas de Mailloux, je pense que ses atouts bruts sont là, tout le monde le voit, là. Mais en même temps, à quel point il va être capable d'utiliser ou de lire le jeu à une vitesse du Ligue nationale, de prendre ses décisions, faire ses lectures de jeu, puis boum, 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 puis le faire à une cadence digne de la Ligue nationale. C'est pas évident que ça va arriver, puis que ça va faire de lui un défenseur, mettons, top 4. Mais sauf que si le Canadien en doute, et si d'autres équipes, eux, croient qu'il va arriver à bon port, ben, peut-être qu'il y a un deal à faire. Et évidemment, si ça permet... Trevor Zegras, c'est plus ce que c'était, là, mais mettons, quand c'était encore attirant. C'était quand même cher payé quand on regarde ça avec un an de recul, un choix de premier tour et Logan Mailloux. Oui, j'avais oublié le choix de premier tour. Hein. Wow. Tu as raison. Mais là où j'essaie d'en venir, c'est que, évidemment, que Mailloux ou n'importe quel autre espoir là, que tu es prêt à sacrifier parce que ce que tu obtiens en retour, c'est ça le plus important, évidemment. Mais si on exclut ces possibilités-là qui vont et viennent et avec lesquelles il faut s'ajuster en cours de route, si on prend pour acquis que au camp d'entraînement, tu as Carrier à droite, Hudson qui est là, ben, tu as 2 jeunes qui se battent pour un poste et tu as aussi... congestion à gauche. Et moi, je suis tout à fait en faveur de l'idée d'amener de l'expérience à droite, mais il va y avoir... Ça passe pas par et là, aidez-moi, un rééquilibrage. Ouais, c'est bon, ça se dit, ça? Ouais, retrouver un équilibre, là. Parce que... Ben attends, là, t'as à gauche, tu veux dire... à gauche, t'as Matheson, Goulet, Struble, Jacky. Donc, t'en as 4. T'as encore Struble et Jacky qui vont se battre pour un poste la saison prochaine. Là. Ça pourrait être... Donc, ça t'en ferait 7, c'est ça que tu dis. Parce que t'as ces 4-là à gauche, Hudson, Carrier... Mais là, si tu embauches un défenseur droitier, ça veut dire que Ryan Backer et Mailloux jouent à Laval, ce qui est peut-être bien correct. Là. Ben oui, mais là, tu gardes pas pour qu'il soit 7e non plus, là. Soit que tu montes un des deux pour qu'ils jouent à tous les soirs, ou tu les laisses à Laval, puis à un moment donné, à Noël, il y en a un des deux qui gradue. À Noël, c'est un cadeau. Cadeau pour tout le monde. Non, mais je voulais juste établir ça. Moi, parce que, ultimement, l'idéal, ce serait que Mike Matheson soit droitier. Est-ce qu'il est trop tard dans sa carrière pour envisager... J'avais demandé ça à Jeff Petrie à un moment donné s'il était trop tard. C'est exactement la même affaire. Pour lui de devenir gaucher parce qu'on cherchait quelqu'un pour faire des passes à Shea Weber. Il y a 7 ans, là, dans les premiers... on jouait avec Shea Weber. Dans les débuts du balado. Exact. D'ailleurs... Je l'avais dit ça, il l'avait trouvé bonne. Mais ça reste regarde, quand c'est bon, c'est bon. Mais enfin, c'est un peu là que je veux en venir. Et il faudra voir, je pense que l'ajout d'un défenseur droitier, ça passe par une réingénierie peut-être un peu plus, sans dire complète, là, mais par d'autres ajustements. Ouais. Mais dans cette perspective-là, donc, la solution, ça serait d'aller chercher un défenseur droitier de profondeur qui comprend son rôle, prêt à sauter son tour à l'occasion. Et dans ton texte, Marc-Antoine, t'as fait une liste. Il y en a combien, coudon? 6, 7? J'en ai 6, mais il y en a de toutes les sortes. T'as des gars il y en a de toutes les sortes. Il y a des gars qui sont là-dedans potentiellement de première paire, surtout deuxième paire, mais t'as aussi ce profil-là. Vincent Desharnais, là, c'est un 6, un 7. Là, 7 mais c'est un gars qui est là quand tu dis tu peux lui le faire commencer la saison, puis si t'es pas certain, par exemple, de Ryan Backer,
tout de suite. Puis à un moment donné dans la saison, Brandbacker monte, puis Dernay s'assoit. Dernay qui écoule la dernière année d'un contrat de 2 ans. Qui va écouler, c'est-à-dire l'année prochaine. Et qui, là, il a bougé 2-3 fois. Trois équipes. Pittsburgh, Vancouver. Il a commencé à Vancouver, il a fait Pittsburgh, puis il a fini à San Jose. Donc, ses droits sont là, sont à San Jose. Est-ce que c'est votre profil préféré? Sans parler de Dernay, je pense qu'il a tout à fait ce profil-là. Est-ce que c'est le profil aujourd'hui, là? Un gars qui... c'est ça. Il est là, mais... moi, c'est pas très sexy aller chercher un gars que tu dis, de toute façon, on va pouvoir le... Il est parfait pour être retranché autant voulu. C'est vraiment... c'est le genre d'amélioration ou de geste que tu poses quand dans le fond, c'est presque donné... C'est juste une police d'assurance au cas où tes jeunes ne sont pas prêts, mais c'est pas vraiment une acquisition dans le but d'améliorer ton équipe à long terme. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec Dernay, c'est qu'il répond aussi aux critères de dire on aimerait ça être plus gros, plus robuste. Ouais. Il est capable de jouer en infériorité numérique aussi, même s'il n'y a pas eu, je pense qu'il a joué... évidemment, il s'est beaucoup promené d'une unité d'infériorité à une autre cette année, mais je pense qu'il a joué quelque chose comme 75 minutes, donc c'était pas des tonnes cette année, mais il est capable. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est pas le meilleur défenseur du groupe là, dans ceux que j'ai nommés? C'est sûr que c'est pas le meilleur. Si je parlais de profil, mais si on parle de joueurs dans ceux qui sont dans ton texte, est-ce que tu as un chouchou? Moi, je trouve que le meilleur du groupe est probablement John Marino. Ouais. Qui a un côté un peu... comment je pourrais dire? Il y a une mobilité défensive qui est très intéressante. C'est surtout un gars défensif plus qu'offensif. Mais en même temps, j'ai de la difficulté à envisager le Mammouth qu'il le laisserait partir. Là. Ils ont quand même payé cher pour ses services. Bizarrement, puis je sais qu'il y a plein de monde qui ne l'aime pas. Moi, j'ai comme un... Je serais curieux. Je ferais du genou un petit peu du côté de Rasmus Ristolainen des Flyers de Philadelphie, même s'il ne sera probablement pas en mesure de commencer la saison tout de suite à cause qu'il s'est fait opérer au mois de mars à un triceps. Mais tu sais, il reste pas beaucoup de temps à son contrat, il reste 2 ans. Il est gros, il est vraiment mine. Sous les ordres de Tortorella, il est devenu beaucoup plus stable qu'il l'était durant ses années à Buffalo. Il y a encore un côté erratique qui fait un peu des erreurs comme Mike Matheson en fait, puis il y a moins la rondelle que Mike Matheson. Alors, c'est pas un gars que tu peux utiliser 25 minutes par match, mais je trouve que dans un rôle secondaire, face à une compétition qui est un peu moins relevée, il me semble qu'il ajouterait du grit. Sur ton troisième duo, tu as Jacky d'un bord puis Ristolainen de l'autre, c'est assez fatigant. C'est vrai. Ouais, ce serait Ristolainen, moi aussi, mon préféré. Ce serait ton préféré? Oui, dans les options qui sont proposées, effectivement. Évidemment, je laisse... je fais exprès de ne pas tous les nommer pour attirer les gens à aller cliquer. D'accord. Hein? Bien vu. OK. Parlons de deuxième centre. Oui. C'est qui ton préféré? C'est plus touffu, ça. C'est plus touffu, c'est plus garni. Plus étoffé. Mais c'est pas facile. C'est plus difficile, pratiquement. Je pense que oui. Parce que c'est une position plus névralgique. Quoique défenseur droitier, il y en a pas des tonnes. On parle quand même de deuxième, troisième duo. C'est ça, on parle pas de top 6. Là, il y a 3 voies essentiellement qui se posent pour le Canadien. Donc, soit les joueurs autonomes par un échange ou les offres hostiles. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jeff Gorton a pas laissé entendre, il a dit clairement qu'il s'attendait à avoir cet outil-là de travail de la convention collective à être utilisé plus souvent dans les prochaines années. Ce qui est compréhensible et étonnant à la fois parce qu'avec l'explosion du plafond salarial, forcément, les équipes vont avoir plus de marge de manœuvre pour déposer des offres hostiles alléchantes et peut-être gonfler à l'hélium. Mais à l'inverse, des équipes qui se font hameçonner vont avoir de quoi répondre aussi. Là, ça tombe sous le sens. Mais lui, il l'a dit. C'était ça le sens quand tu lui as... C'est toi qui lui as posé la question. C'était dans ce sens-là. As-tu été... Ouais, toi, tu avais l'air étonné, en fait, parce que... moi, j'étais étonné aussi de sa réponse à Gorton. C'est parce que souvent, en anglais, ils disent souvent « It's a copycat league ». Il y a quelque chose qui fonctionne, tout le monde répète ce qui a fonctionné. Je comprends cet argument-là, mais effectivement, avec le plafond qui monte,
la marge de manœuvre additionnelle que tout le monde a fait en sorte que il faut vraiment que pour qu'une offre hostile fonctionne, tu déposes une offre où le salaire que tu proposes aux joueurs soit des 1000 de ce que l'équipe qui a les droits sur ce joueur-là est prête à payer, puis dire non, je m'excuse, mais selon notre évaluation, il vaut 2 millions de moins que ce que vous offrez là. On ne garde pas. Comme Kotkaniemi. Kotkaniemi, ça avait été ça. Le Canadien avait les moyens d'égaler l'offre des Hurricanes, mais on dit zéro. Ça ne nous intéresse pas. Ça se peut pas que Kotkaniemi gagne 6 millions par année. Alors, gardez-le. Parce qu'après ça aussi, une fois que c'était 1 an dans le cas de Kotkaniemi, puis une fois que tu lui as offert ce salaire-là, pour le prochain contrat, tu peux diminuer un peu. Il y a un pourcentage, je pense que c'est autour de 12%, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Tu peux diminuer un peu, mais tu peux pas... Kotkaniemi avait signé à 6 millions, il ne pouvait pas signer une entente de 8 fois 2,5 après. Là. C'était pas possible. Donc, tu restes dans une échelle comparable. Là où je pense que... Puis Tom Fitzgerald, Marc-Antoine m'a fait remarquer que le patron, le DG des Devils, avait eu sensiblement la même remarque que Gorton aussi. Alors, c'est intéressant. Là où ça pourrait peut-être plus fonctionner, ce serait pour une offre hostile extrêmement agressive d'1 an. Ouais. Comme les Hurricanes ont fait avec Kotkaniemi. Celle du Canadien était à semi-long terme, peut-être 5 ans, je pense, à l'époque pour Sébastien Aho. Ouais. Ça n'a pas fonctionné parce que tu le vois de toute façon comme une pièce centrale, là, la pierre angulaire de ton attaque. Contrat de 5 ans. Bon, puis en plus, il y avait le salaire là-dedans. Le salaire annuel était autour de 8,4. Était cohérent. C'était plus les bonus. On pensait que Tom Dundon, le propriétaire, ne voudrait pas sortir ça de sa poche. Visiblement, on s'est trompé. Mais je trouve que Marc Bergevin a fait un beau travail de négociation pour les Hurricanes dans ce dossier-là, où il leur a offert un très, très beau contrat de transition pour Sébastien Aho. Mais c'est une entente à plus long terme. On dirait que ça devient plus facile peut-être pour les équipes de l'égaler. Même si elles trouvent qu'elle paie trop cher au début, mais elles se disent, de toute façon, le plafond est appelé à augmenter de façon draconienne. On va avoir cet espace-là, ce ne sera pas un problème. Alors, peut-être qu'avec une offre très agressive, où tu surpaies un joueur pour un an, avec une équipe qui est coincée, il va en avoir de moins en moins. Mais l'année prochaine, il y en a encore un peu. Ouais. Ben, peut-être que ça peut fonctionner. Alors, pendant qu'on est là, j'avais regardé... Pour ce qui est des offres hostiles, qu'est-ce qui pourrait intéresser le Canadien? Ben, il n'y en a pas des tonnes non plus. Hein? Non. On faisait le tour rapidement. Tout le monde pense à Mason McTavish à Anaheim. C'est sûr que ce serait fabuleux pour le Canadien de mettre la main sur un centre de 22 ans aussi prometteur, repêché aussi haut et tout ça, et qui a de bonnes saisons, mais après 3 années professionnelles, n'a peut-être pas connu l'éclosion que tout le monde attendait. Cela dit, il peut y avoir plein d'explications à ça. Ça peut être sur le point d'arriver. Exact. C'est probablement ça. Il y a quand même une bonne saison. Là, de mémoire, c'est plus de 20 buts, plus de 50 points. Donc, on s'entend que c'est bien là, au sein d'un club qui n'était pas très performant. Puis à Anaheim, dans les dernières années, c'était pas la super ambiance non plus. Ça a été difficile pour les jeunes. On les laissait de côté très, très souvent. C'était un apprentissage à la dure. Mais je sais que tout le monde n'était pas d'accord avec les méthodes et les façons de faire de Greg Cronin. Là-bas, il y avait de la grogne. Ça ruminait un peu en coulisses. Là, tout ça risque de changer. Joel Quenneville débarque. Oui, c'est un entraîneur de la vieille école, mais comme on disait, dont on pense qu'il est capable de s'adapter et tout, puis qu'il est forcément un bon entraîneur aussi. Il connaît son mandat, il connaît son rôle. Puis il l'a déjà fait avec une équipe de jeunes avec les Blackhawks. Donc, je pense que, ne serait-ce que pour ça, là, tout ce qui entoure les Ducks d'Anaheim présentement, tout le discours qui entoure cette équipe-là, puis les perspectives d'avenir, ont peut-être changé un peu. McTavish, qu'est-ce que les... Il faut se poser la question, qu'est-ce qui serait trop pour les Ducks et quelle contrepartie serait intéressante à accepter de leur part, là, les choix que le Canadien aurait à donner, là, à partir de quel moment ça devient intéressant. Moi, je m'étais dit, en bas de 2 choix de premier tour, je vois pas pourquoi. Ouais. Alors là, il faut que tu te rendes à 9 360 000, là, à 9,36 environ et des poussières, là, dans ton offre salaire annuel pour atteindre ce seuil de compensation-là. De compensation-là. 2 choix de premier tour, un deuxième, un troisième. Est-ce que ce serait suffisant? Peut-être. Est-ce que tu viens complètement de débalancer ta structure salariale à Montréal? Absolument. Probablement. Pour un joueur qui est en progression, mais qui n'a pas... Ça, c'est dans un scénario pour 1 an, là? Ben là, je n'avais pas précisé l'année, là, mais juste quelle contrepartie était intéressante. Ouais. Là.
Parce que pour un an, les Ducks, parce que aussi, ils ont beaucoup de place sous le plafond. Alors, c'est pas vraiment possible. Ça démontre surtout la difficulté de l'exercice, en fait, quand tu essaies de t'y attarder. Là. C'est facile de dire, Kent Hughes devrait faire ci, faire ça, aller chercher tel gars. Mais quand tu prends le temps de regarder ça objectivement, il n'y a rien de simple. Maverick Bourque est à Dallas. Non, mais je vais juste finir juste McTavish, disons, à ce sujet-là, parce que ça a beaucoup circulé. C'est ça, on parlait. L'idée, c'était un contrat à long terme, là, pour déstabiliser un peu les Ducks, ou je sais pas trop. Dans le cas de McTavish, je pense que ce serait un contrat à long terme. Là. Parce que lui, à 22 ans... Non, puis c'est pas inquiétant pour Anaheim d'égaler le contrat d'un an puis de voir après. Faut qu'il accepte la proposition puis qu'il signe le contrat. Oui, on oublie souvent ce bout-là. Dans le joueur dit ça, d'accord. Comme Sébastien Aho dit, oui, je vais venir jouer à Montréal. Alors, il faudrait que McTavish soit dans cette même disposition-là et dise, OK, je m'entends pour le Canadien à 8 fois 9,5, par exemple. Et personnellement, je sais pas, moi, je trouve que c'est beaucoup d'argent. Je pense que c'est effectivement un joueur qui va valoir ça. Il y a de bonnes chances là, dans 3-4 ans. Puis c'est un pari qui n'est pas inintéressant, mais c'est un pari. Puis c'est un pari. Je sais pas, là. Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Ouais, c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est la raison pour laquelle, parmi tous les joueurs qui sont disponibles dans un scénario d'offre hostile, c'est le plus intéressant pour le Canadien, mais je pense pas que ce soit une option tellement réaliste. Surtout que les Ducks ont toute la latitude nécessaire pour égaler. Ouais. Alors, tu cherches des équipes coincées. Il y a les Stars. Ouais. Les Stars sont coincés. Puis Maverick Bourque est là. OK, centre, mais il est droitier. On cherche plus un centre gaucher. Il mesure 5 pieds 11. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros. Il n'est pas immense. Il n'est pas tout petit, mais il n'est pas très gros non plus. Il y a eu une saison tout à fait honorable là, de 25 points en 73 matchs dans la Ligue nationale, sa première dans la LNH, dans un rôle plus de soutien. Il n'a pas été placé dans des conditions pour produire énormément. Donc, c'est quand même intéressant, mais là encore, c'est un pari. Est-ce que tu es sûr qu'à long terme, ce gars-là peut être ton centre de deuxième trio? Je suis pas certain. Et de toute façon, c'est son reste dans le profil. Là, Nick Suzuki, pas vraiment plus gros en termes de gabarit, je parle, là, puis droitier, tout ça. Alors, la solution parfaite n'existe pas non plus. Lui, par contre, c'est peut-être possible de le soutirer aux Stars qui ont énormément de profondeur, qui savent, avec Rantanen et compagnie, la fenêtre est ouverte pour eux encore pour quelques saisons pour remporter la Coupe Stanley. Il va falloir renégocier avec Jamie Benn, à la baisse certainement. Éventuellement, Tyler Seguin, tout ça, on verra. Mais il y a assez de stock là pour qu'ils se disent je pense qu'on peut se passer de Maverick Bourque. En fait, Bourque est un excellent candidat, mais peut-être pas pour les Canadiens. C'est ça, exact. C'est ça. Je pense que c'est un gars qui... À l'époque, quand le Canadien a fait l'acquisition de Philippe Danault des Blackhawks de Chicago, je trouve ils étaient à peu près au même stade de sa carrière que Bourque l'est en ce moment. Puis ça avait été un excellent timing, mais une autre équipe qui dirait, nous, ça ne dérange pas qu'il soit juste 5 pieds 11. Un droitier, c'est intéressant. Mais aller mettre une offre de contrat hostile à Bourque, mettons, 4 millions par année pendant 5 ans ou 4 ans, peu importe, ce serait vraiment des bâtons dans les roues des Stars. Et ça ressemble à ce que les Blues ont fait. Exact. Ce qui n'est pas le cas quand on parle de McTavish. Non, c'est ça. Ça ressemble pas. McTavish, ça ressemble à... Ça, c'est autre chose. À ce qu'on rêvait de faire à Joe Sakic. Ou à ce qu'on rêvait de faire avec AO. Même chose, ou ce que les Flyers ont fait avec Shea Weber. C'est juste parce que j'y ai pensé pendant que tu disais, mais il n'y a jamais personne qui aurait essayé 1 an comme les Hurricanes ont fait avec Kotkaniemi. Alors on voit très peu ça. Non, je sais bien, mais on dit dans cet esprit qu'on c'est une ligue de copieurs. Je pense que ce serait tellement bien marché. Ça a marché. C'est juste que Kotkaniemi... Il est encore là, puis il est en demi-finale. Il y a eu des occasions de marquer hier. Non, on est d'accord. Je pense qu'il n'y a personne qui est en amour avec ce joueur-là. Mais le vol a fonctionné. Oui, c'est ça. L'objectif initial a marché. Et je pense que ce serait une bonne année pour des offres hostiles d'1 an, là, justement, parce qu'à long terme, tu vas avoir beaucoup d'espace, donc ça ne te stresse pas. Joueurs autonomes, on regarde ça, vous les connaissez. Oui, puis on les connaît, puis non seulement c'est toujours les mêmes, puis c'est bien correct, mais on ne sait pas. Il y a des bonnes chances que la semaine avant le 1er juillet, la plupart de ces gars-là ne soient plus sur la liste. On les passera pas tous. Un qui pourrait être intéressant, puis qui est d'un profil de second ordre, si je peux dire, c'est Mikael Granlund, qui joue avec les Stars en ce moment.
qui a quand même de bonnes séries, qui a connu de belles saisons l'année dernière. Il y a eu un bref passage à Pittsburgh, puis je me rappelle les médias là-bas le vilipendaient. C'était une catastrophe. C'était pas une bonne alliance. Ça fonctionnait pas bien du tout. Puis on pensait vraiment que la carrière là, achevait. Et puis il s'est relancé. Il y a eu de très bonnes saisons avec les Sharks, on dira. OK, il était mis dans toutes les circonstances favorables, mais avec les Prédateurs aussi. Tout ça. Et dans ces 4 dernières saisons, 3 fois, il a inscrit 60 points et plus. Donc, on parle d'une production quand même intéressante. Oh, téléphone. Ouais. Oh. Alex, téléphone. C'est l'agent de Mikael Granlund. Caroline. Bon, tout est sous contrôle. Désolé, tu disais. Que Granlund pourrait être une bonne option. 33 ans, encore productif. Il pourrait remplir ce rôle-là à court terme s'il était... Encore là, il faut qu'il accepte. Encore là, oui, c'est ça. On oublie, t'as raison qu'on oublie souvent ce bout-là. Il faut que le gars ait le goût de venir jouer ici. Mais pour 2 ans, par exemple, 2 ans. Je pense que ça pourrait être intéressant pour le Canadien. Sinon, vous pouvez aller voir qui sont les autres joueurs autonomes. Ça se retrouve dans mon texte aussi. Mais j'en vois pas vraiment d'autres se joindre. Granlund, contrairement à Bennett, par exemple, moi, j'ai confiance qu'il va être disponible pour vrai le 1er juillet. Oui, mais... Bennett, je suis pas sûr. Non. Si j'avais à choisir entre les deux, j'aime mieux les chances que Granlund soit disponible le 1er juillet. Voilà. Absolument. Ouais. C'est un bon pari, mais ça ne m'emballe pas plus qu'il faut. Non, mais c'est ça, c'est voulu. On veut que tu restes calme. Oui, ça marche. Mais jusqu'à maintenant, ça va. C'est aussi, à la lumière, c'est notre interprétation, je pense, du bilan. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il n'y a rien qui laissait croire. Mais si tu peux frapper un grand coup... Oui, si ça se présente. Évidemment. Exactement. Mais vont-ils être activement à la recherche de ce grand coup-là? Je pense qu'ils le sont toujours. Mais il faut que le grand coup existe. Mais se matérialise. Moi, j'avais, il y a longtemps, identifié l'été 2025 comme celui où je pensais que le Canadien, justement, serait peut-être dans la course à certains joueurs autonomes ou serait plus proactif à ce niveau-là. C'est pas ce qu'ils m'ont laissé croire. Peut-être était-ce là une fabuleuse manœuvre de diversion. Ils sont capables, mais c'est pas l'impression que j'ai eue. Oui, mais il y a une différence entre on n'est pas sûr si on va vouloir améliorer notre équipe et on va le faire par le biais de l'autonomie. Investir de l'argent auprès de joueurs autonomes, généralement, c'est des équipes qui ont des énormes trous à boucher ou bien qui sont relativement proches d'être compétitifs parce que tu vas nécessairement soit donner trop d'argent ou donner trop d'années pour aller chercher l'actif que tu veux. Puis je pense pas que le Canadien soit dans ce mode-là. Alors, c'est vraiment pas, à mon sens, la voie qui va être priorisée. Tandis que quand tu fais une transaction, tu sais exactement le gars que tu vas chercher, tu sais pour combien de temps il est signé, et puis à ce moment-là, tu peux planifier à long terme, de dire ou à court terme, tu peux dire pour nous, ça va être un gars de transition, c'est un gars qu'on va aller chercher qu'on va avoir pendant 2 ou 3 ans, ou on va chercher un gars qui est signé à long terme, puis qu'on croit que sur la grande majorité de son contrat, il va être efficace, puis il va livrer des bons services pour nous. Alors, cette année, je pense que c'est davantage une année où le Canadien pourrait essayer de s'améliorer par le biais d'une transaction. Ouais. Comme font depuis le début. Là. Ouais, comme Kent Hughes a dit qu'il ferait. Il a dit ça, c'était pas au bilan, mais il a dit je serais beaucoup plus à l'aise de surpayer en termes d'actifs dans une transaction qu'en termes d'argent sur le marché des joueurs autonomes. C'est tout à fait normal. Quand tu as une jeune équipe, de toute manière, il y a tellement d'actifs, tellement de joueurs qui arrivent sur l'autonomie. Puis ils ont 29-30 ans, puis c'est OK, on s'engage, on les attire dans notre ville, dans notre équipe, puis leur valeur ou leur impact se déprécie très, très rapidement. Je suis pas sûr que le Canadien soit là. Donc, je pense aussi que l'option la plus probable est par transaction dans les 3, là, entre offre hostile, joueur autonome et transaction. Je pense que c'est ça. Là, la question à déterminer, c'est est-ce qu'on y va pour un pari, comme ils ont fait depuis le début de leur règne à Montréal. Chaque été, il y a eu des transactions pour un pari. Il y a eu Sean Monahan et Kirby Dach à l'été 2022. Il y a eu Alex Newhook en 2023. Puis il y a eu Patrick Laine en 2024. Avec un certain succès, je pense, dans certains cas. J'ai fait une face. Oui, tu as fait une moue. Dubitative. Tu n'avais pas l'air qu'on... Sean Monahan, gros Moynihan. succès. Laine, pas de série sans Laine.
Pas de série sans Laine. Pas de série sans Laine. Newhook, mais ils ont donné quoi? Le 31e et le 38e choix au total? Ouais. C'est pas la mer à boire. Peut-être que le jury Kirby Doc, le jury délibère encore, je pense. Qui s'ennuie d'Alexander Romanov, honnêtement? Moi. Ouais? Ben, Romanov, c'est exactement le type de joueur qu'on n'avait pas contre les qu'on n'avait pas dans notre alignement dans la série de premier tour contre les Capitals. C'est pas Jacky qui a ramassé les gars avec des mises en échec sur le long de la bande. Romanov, sur le plan physique, il se compare un peu à Jaden Struble. Là. Il est peut-être un peu plus grand, mais... Non, il était meilleur pour pincer... Il frappait un peu plus, mais c'est le même genre de gars. Oui, mais... Il joue sur le top 4 des Highlanders, mais à la quantité de défenseurs gauchers qu'ils ont, peut-être qu'on aurait pu mieux monnayer ses services. Non, mais j'ai répondu émotivement parce que c'est un joueur que j'aimais, mais il n'y a pas dans la brigade défensive du Canadien un qui est aussi habile sur la mise en échec. À partir du moment où tu as Lane Hudson qui va un jour retourner à gauche, et Caden Goulet, et tu vas en avoir un autre, là, peut-être Jacky ou peu importe, qui va s'établir vraiment au troisième. Il n'y a pas de place pour lui, donc c'est pas une grande perte. Oui, c'est pas ça. Alors, il faut toujours mesurer un échange de cette façon-là. Non, c'est moi qui ai raison. Je pense que la demi-heure sur Romanov, là, dans le balado, il faudrait la couper. C'était pour expliquer les paris. Oui. Alors, ton argument est fort. Alors, moi, ce que je vais surveiller, et je ne sais pas s'ils ont eux-mêmes la réponse en ce moment, mais est-ce qu'on va chercher à faire une transaction de cet ordre-là encore? Un pari en donnant un peu, mais pas trop. Ou... Pour un joueur dont on ne sait pas vraiment... Exact. Le pari étant là, il vient avec l'incertitude du joueur que tu acquiers au niveau de son potentiel, de son développement et tout ça. Ou on cible quelqu'un qui est plus arrivé, là, entre guillemets, et qu'on est prêt à payer forcément davantage, mais qu'on est plus agressif à ce niveau-là. Je ne sais pas... Ce serait intéressant qu'il soit rendu là parce que ça ferait changement, puis ça permettrait d'améliorer aussi l'équipe de façon substantielle. Alors, dans cette catégorie, y a-t-il un rêve? Y a-t-il un coup de circuit sur lequel on peut fantasmer? Ben, je pense qu'il y a plusieurs candidats intéressants. Ouais. Moi, je martèle depuis quoi? C'est toi qui l'as inventé. C'est toi qui l'as inventé, ce fantasme-là. Oui, c'est ça. Ça tu es le ça créateur. a fini par circuler quand les gens se sont penchés là-dessus. Oui. Puis ils ont trouvé que finalement, ça avait du sens. C'était une bonne idée, oui. On parle de Beau. De Beau. Je continue que j'ai l'intention d'appeler Borvat. Si jamais ça arrive, je skip l'espace entre les deux. Mais ça va... Écoute... tout va dépendre. Est-ce que le nouveau directeur général des Highlanders va juger qu'ils sont rendus à une certaine étape de reconstruction qui implique de se défaire d'un vétéran qui est signé à long terme comme Horvat? C'est possible. Ils n'ont pas énormément de ressources au centre, là, surtout que Matthew Barzal joue surtout à l'aile. Quand il joue. Alors, mais je trouve que Horvat coche toutes les cases pour le Canadien en termes du fait qu'il est gaucher, qu'il ajoute du gabarit, qu'il est bon en désavantage numérique, qu'il remporte ses mises en jeu. Il joue au centre de l'enclave dans la position de bumper en avantage numérique. Sur la première ou la deuxième unité, ça peut fonctionner. Il est copain-copain avec Nick Suzuki. Il a beaucoup aimé, puis c'est un gars qui a 30 ans, il n'a pas non plus 35 ans. À un moment donné, il y a peut-être un petit 2 ans, là. Sûrement. Mais là, à un moment donné, il n'y a rien de parfait. À un moment donné, il va y avoir... Non, c'est exact. Ça, il ne faut pas virer fou. Ce qui fait qu'il ne sera pas à son apogée quand le reste de l'équipe va l'être. Ben, ça dépend. C'est quand que le reste de l'équipe va l'être? Je pense qu'il y a encore mettons 2 ans. Mais dans 2 ans, Horvat va être encore dans son... Il va être encore là. Mais sauf que tu n'as pas seulement le joueur lui-même, ce qu'il apporte à l'équipe, mais est-ce qu'il va aider d'autres joueurs à arriver aussi à leur apogée? Si un gars comme Demidov, si tu lui donnes un joueur de centre qui est établi puis qui va l'aider à mûrir, ben ça va rester ça. Ben oui, exactement. Au moment où l'équipe arrive à pleine maturité, ben là, Demidov aura bénéficié dans son développement d'un bon joueur de centre. Alors ça c'est une superbe solution. En même temps, si tu es les Highlanders et que tu décides de reconstruire, tu as justement besoin d'un vétéran comme ça qui va accueillir les jeunes et les encadrer et les... Ouais, mais t'as pas 22 monnaies d'échange intéressantes là aussi. Les vieux qui encadrent, regarde, les Blackhawks ont fait une excellente acquisition avec Nick Foligno.
C'est ce genre d'embauche-là. Tu n'as pas besoin de garder ton gars le mieux payé pour dire on va encadrer les jeunes. À un moment donné, s'ils veulent le moindrement reconstruire les Islanders, ils ont bien des gars qui peuvent échanger, mais qui n'ont pas vraiment une grande valeur. T'sais, à un moment donné, si tu dis qu'il faut qu'on pèse sur le bouton reset, lui, il va t'en donner de la valeur. Barzal, probablement celui qui en a le plus, mais quand même, c'est une très bonne option. Après ça, sinon, il y a toujours Ryan O'Reilly. Est-ce que lui va vouloir quitter Nashville? Il lui reste 2 ans de contrat, il a 34 ans. Le CH n'est peut-être pas complètement emballé à l'idée d'O'Reilly, mais c'est vrai que c'est un mariage qui apparaît quand même assez naturel. Tu cherches un centre gaucher expérimenté, fort sur les mises au jeu, qui a du coffre, qui est encore capable de produire. Tout ça, il est là, puis il vient pas te menotter là, dans ta structure pour les prochaines années, exact. Ouais. Et puis, on avait évoqué William Karlsson en jasant. Oui, ça, j'avais pas vu son nom souvent. Ça serait vraiment dans la perspective où Vegas dresse un constat qu'il faut peut-être rebrasser la soupe un peu là, à la lumière de leur élimination quand même hâtive, expéditive aux mains des Oilers, où on a senti l'équipe, on a senti le coup de vieux. Parce qu'on a senti le petit coup de vieux chez certaines personnes, et comme ils sont toujours à la chasse, à la pêche, aux gros poissons, un peu partout, c'est vraiment pas à exclure encore. Donc, s'il y en avait d'autres comme Mitch Marner, par exemple, ou si jamais Sidney Crosby était disponible, ou je ne sais trop, on peut être pas mal certain que les Golden Knights vont être dans le coup. Et à ce moment-là, il faut se départir de salaire. Est-ce que tu peux toquer à leur porte et dire, bon, vous êtes un peu coincé, que peut-on faire pour vous aider? Peut-on vous aider? Mais ça m'apparaît quand même une solution un petit peu plus tirée par les cheveux. Quoique, si ça pouvait s'avérer, ça serait intéressant. Puis si on regarde dans les jeunes, si tu essaies de viser le coup de circuit, mais encore là, il y a une part de pari là-dedans. Je pense que Matty Beniers à Seattle représente un peu ça. C'est un ancien choix de deuxième tour, un ancien deuxième choix au total en 2021, qui a eu une très belle année recrue, a gagné le trophée Calder d'ailleurs. Ça a été plus compliqué dans les 2 dernières saisons à Seattle, mais c'est pas une équipe qui avait beaucoup d'attaques, pas si bien entourée non plus. Alors, ça serait extrêmement dangereux pour eux de jeter l'éponge avec un jeune centre de 21 ans. Ce serait très étonnant, à moins que le Canadien emballe de tout un... Ou que Seattle se mette dans l'idée qu'ils s'en vont à la pêche à Gavin McKenna. Parce que ça, c'est peut-être la carte cachée de cette spéculation sur les transactions. Il y a peut-être des équipes qui vont vouloir c'est quoi le contraire d'améliorer? Se saborder. Oui. Peut-être, tu sais. Comme les Blackhawks de 2022. Comme les Blackhawks l'ont fait, c'est ça. C'est parce que non seulement tu vas avoir Gavin McKenna en 2026, mais après, tu vas avoir Landon Dupont en 2027 qui va être tout aussi... Oui, mais ça finit jamais, je veux dire. C'est parce que cette année, il n'y a personne. Il y a quand même... Il y avait Bédard en 2023, puis à date, ça date, c'est pas exactement ça. Oui, je sais, mais il n'y a pas à chaque année des espoirs non, il n'y a pas à chaque année des espoirs qui font saliver tout le monde. Comme McKenna et Dupont. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne te garantit rien. Les Oilers sont encore en train de tenter de remporter une Coupe Stanley. Là. Ils sont en demi-finale. Ils vont peut-être le faire. Là. Ils vont peut-être le faire. Ça a pris le meilleur joueur du monde des 40 dernières années. Mon point est le suivant par rapport au sabordage. C'est que si tu y a pas juste... Si tu décides de te saborder puis tu te dis, OK, la route va être longue, c'est pas juste une année. Tu peux être... Si tu l'as pas une année... Tu gagnes pas la loterie une année. L'année suivante, tu vas avoir encore... Tu as comme 2 chances. C'est un bon temps pour se saborder. C'est ça que tu dis. Ben, c'est mieux qu'à l'époque où le Canadien finit dernier puis qu'il a ramassé Klefkovski. Il ne l'avait pas planifié, par exemple, à sa défense. Contrairement à d'autres. Ça, c'est sûr. Tu as 2 chances, mais tu as des Highlanders qui gagnent la loterie à 3,5 %. Ça arrive. Tu as les Mavericks de Dallas qui ont remporté la loterie de la NBA avec 1,8 %. Tu saignais du nez, là. Et tu finis dernier, tu souffres beaucoup, longtemps, puis tu as une chance sur 4. Je dis juste que... Tu as quand même juste une chance sur 4. Il y a peut-être... C'est tellement pas de la saine gestion. Mais Alex, on est d'accord, là. C'est pas ça que je comprends pas comment... En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'après McKinnon puis Dupont, on va assister plus à McKinnon. Excuse, j'ai dit quoi, McKinnon? McKinnon, oui. Qu'après McKenna et Dupont, on va assister plus à
ce que les Caps ont fait ou ce que les Browns ont essayé de faire et ont fait avec succès pendant tant d'années. Parce que quel gestionnaire brillant et sain pourrait accepter un plan du genre, bon, là, on a beaucoup de bons jeunes joueurs, on va tous les donner. On va accumuler des choix. On va être vraiment mauvais. Pendant longtemps, on ne gagnera pas beaucoup de matchs, mais on a une chance sur 4 de peut-être mettre la main sur un joueur qui peut-être va être exceptionnel, générationnel, et qui peut-être, d'ici 10 ans, va nous permettre de gagner la Coupe Stanley. Non, mais c'est ça pareil, là. Mais c'est ça qu'ils font. Je sais. C'est ça que je te dis. C'est pas mon idée. Mais moi, je pense que c'est pas sûr si ça achève pas cette façon de justement, c'est peut-être une dernière occasion de se saborder avant d'arrêter de faire ça, parce que c'est pas brillant. C'est une belle envolée, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était bon. Il répète devant le miroir. J'ai répété avec toi hier. On en jasait, puis au lunch. Mais c'est là que c'est sorti très spontanément. Puis là, c'est revenu. Mais tu sais que moi, je suis d'accord. Là. Je dis juste que c'est peut-être ça qui va arriver. Je suis dans mon pick-up sur la longue route. Y'a personne qui m'aime, puis j'ai perdu tout. Mais mon chien veut plus me parler. Heureusement, j'ai le hockey. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, dans la foulée de la conversation que l'on vient d'avoir, le Canadien fera l'acquisition de Très Noir cet été. Donc, c'est remplissez la case. Sur le book... il y a beaucoup de réponses, hein? Oui, 200, presque 300 sur Facebook. Alors, Patrick, qui est un auditeur, on imagine. Je pense que le Canadien va aller chercher Bo Horvat, en 2 mots. Des Islanders de New York, comme deuxième centre. Laurie, Matt Duchesne qui sera joueur autonome. Oui, mais qui risque de rester à Dallas. Hey, Maxime, Tage Thompson. Ça, je vois pas ça arriver. Ben là, à Buffalo, tout est possible. Fermer les sabres. Tout est possible. Oui, écoute, ce serait le fun. Ce serait bien, mais il n'est pas gaucher. Ouais, même année, là. Il n'est pas gaucher. Ça veut dire... Écoute, ça prendrait, là. On a failli accepter. Non, mais moi, je pense que je dirais à Ken, tu peux pas faire ça. Fais-leur pas ça, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, justement. Non, c'est pas fin. Fais pas ça. Félix qui dit Mitch Marner qu'on muterait au centre. Toujours sur le book. Moi, je comprends pas les gens qui disent aïe aïe les Leafs, parce qu'on va parler des Leafs, là, ça s'en vient. Mais je comprends pas les gens qui disent ça n'a pas d'allure, les 4 gros ils en veulent pas, mais qui veulent Mitch Marner. Qui veulent Mitch Marner. Je comprends pas. Louis-Éric, toujours sur le book, 2 espoirs au 16e et 17e rang du repêchage, parce qu'il y a encore des gens ils veulent. C'est revenu, ça aussi. Là. C'est comme là, non, on n'en veut pas on veut pas de transactions, on n'en veut pas, on veut repêcher. Laissons les choses suivre leur cours. C'est ça, exact. Ah oui, ça a du mérite aussi. Benoît. C'est très possible. Ça se peut. Benoît qui dit Tom Wilson et Brad Marchand. Bon, Wilson, je pense pas, mais Brad Marchand, là, je vais vous le dire, là. C'est pas toi, Marc-Antoine, qui avait évoqué cette idée-là il y a quelques semaines? Quand il était venu à Montréal, oui, puis il n'avait pas exclu cette possibilité-là. Brad Marchand, il n'y a aucune chance qu'il signe avec le Canadien de Montréal. Il a évoqué cette possibilité-là. Il disait ça juste pour être fin? Lui ne viendrait jamais ici, c'est ça? Oui, exact. Pourquoi? On est du bon monde? Je sais pas. Moi, je pense que c'est surtout une question de casting rendu à ce point-ci. Là. C'est comme... C'est pas Josh Georges qui avait dit... Jamais j'irai jouer pour les Maple Leafs de Toronto. Oui, je sais, mais il n'est pas Josh Georges. Oui, mais si Josh Georges pense comme ça, là, il n'y avait pas une immense rivalité tant que ça. Il n'y avait pas de duel de série entre les 2 équipes à l'époque. Là. Non, mais je pense que le simple fait d'avoir joué pour une autre équipe, il y a comme une zone tampon qui s'est établie. Puis il est revenu
dans l'organisation. Il est revenu à Montréal dans l'organisation des Panthers, puis c'était comme... Il s'est fait poser la question à savoir, est-ce que tu haïs encore les Canadiens autant? Puis il dit, honnêtement, je les haïs pas, c'est une formidable organisation, puis il dit, c'est le fun, puis j'aime... C'est la connexion bostonienne. Gorton, Hughes l'aime beaucoup. Ah ben c'est sûr. C'est sûr qu'il l'aime. Écoute, ça arrive. Mais sauf que ils sont pas là. C'est parce qu'ils sont pas là en ce moment. Là. Je trouve que c'est un joueur là, qu'on ajoute à une formation déjà établie. Tu sais, si par exemple, si au lieu que ce soit Armia puis Dvorak, c'était Gallagher puis Anderson qui étaient en fin de contrat. Là, tu dis, on a besoin d'un vétéran qui a encore du chien puis qui va. Là, à ce moment-là, oui, mais quand tu as. Je sais pas, je trouve que ce serait redondant d'aller chercher un gars qui est en perte de vitesse puis que oui, il va te donner tout ce qu'il a puis il a du cœur, etc. Sauf que je sais pas où il le placerait de toute façon dans l'alignement pour que ça vaille vraiment la peine. Jouer avec Demidov, probablement. Ben, moi, c'est parce que je trouve que c'est un joueur, c'est ça, qui peut jouer sur les 3 premiers trios, qui amène une dimension dont on n'a pas en excès. Dans un contexte là, d'un contrat de 2-3 ans, dans un contexte un peu de bonus. Là, moi, je sais pas, parce que ça y tente. Il n'avait pas dit spécule, mais spécule égal. Spécule égal. Illégal, okay. Je poursuis sur le Gram, Marc-Antoine. Brock Nelson, tu l'as mis dans ton texte, je pense. Oui, il est dans mon texte. Il est dans le texte. Ouais, c'est un gars du Minnesota, puis il s'en va là. Il risque apparemment, ouais. Casper Beger, Jonathan Toews. Taves. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, j'ai oublié de comment prononcer son nom. Ouais. C'est comme Devin Taves, c'est la même chose. C'est son cousin. Ça va être... Commenté. Je sais pas, hein, mais Commenté. Winnipeg plus Jonathan Taves. C'est un gars de Winnipeg qui s'en va à Winnipeg. OK, c'est ta réponse. Ça, c'est comme ça pour tout le monde. C'est un gars de Stockholm. Tu regardes d'où il vient, puis tu te dis, c'est lui, il s'en va là. Non, mais il avait évoqué la possibilité, retour au bercail et tout ça. Là. OK. Parlant du Minnesota, Marco Rossi, ça c'est Pascal sur... lui, il vient de l'Autriche. Donc, il retourne en Autriche. Il retourne lui, ça se peut. Vienne. Marco Rossi, il était dans mon texte. Marco Rossi est dans mon texte. Ah oui, j'ai oublié. Ouais. Il est trop petit. Ben, c'était un peu ça que je disais aussi. C'est une bonne idée. Mais ça se peut qu'il change l'adresse. Pourquoi ils veulent l'échanger? Ça a toujours été compliqué avec Rossi, on dirait, depuis le début. Il y a une bonne saison. Là. Ouais. Je sais pas. On va voir. Moi, je me rappelle, on avait reçu André Tourigny dans le temps de la pandémie. Là. On faisait des entrevues de groupe. Et Tourigny tripait sur... C'était son entraîneur avec les 67 de Ottawa. Ouais. Puis finalement, personne, Michael Age, c'est l'avenir. Soyez patients. Chaque chose en son temps. Ça, c'est Edouard sur le tube. Alors, voilà. Possible. Vous compris? Oui. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. OK, on s'excuse à l'avance aux séries éliminatoires de la LNH parce que on va faire ça vite. Là, on a beaucoup jasé. Mais Toronto. C'est cette année avec la qualification du Canadien, je sais pas, hein, c'était moins... c'était comme moins... Ça a été notre sujet beaucoup, là, les derniers printemps. Toronto et comment réinventer à chaque année la façon de se sortir de l'équation. Est-ce que c'est là, le match est vendredi soir? Oui, donc. Ouais. Oui. Donc, on enregistre avant, évidemment. Je sais là, qu'ils étaient absents au dernier match. Moi, je vais commencer en disant ça. Moi, je ne crois pas, à vrai dire, que les 4 gros, mettons, ou eux et en général, je suis pas capable de concevoir que c'est parce qu'ils veulent pas. Il y a beaucoup, on les accuse de ça, là, de pas avoir faim ou de pas être assez déterminé. J'ai beaucoup de difficultés à appliquer ça à des athlètes élites. Je veux dire, quand tu es rendu là, je veux dire, la détermination, c'est un concept, il me semble, là. Oui, mais est-ce que ça se peut qu'au lieu que ce soit un manque de détermination, ce soit à quelque part... Un blocage. Un blocage. Oui, je pense que oui.
une choke. Cette année, c'est pas dans le dictionnaire. Mais tu sais, juste de se sentir un peu figé. Oui, mais je pense que c'est ça. Sous la pression. Absolument. Puis l'affaire, c'est que plus la preuve s'accumule, plus cette pression-là revient. Puis là, tu te dis, non, pas encore. Puis c'est ça qui arrive. En ce moment, les Leafs ne sont pas encore éliminés, mais le fait d'avoir perdu le 5e match, c'était comme, OK, c'est réglé, bye-bye. On les enterre déjà. Fait qu'il faut qu'ils aient complètement gaspillé tout le capital d'espérance qu'on place en eux pour qu'avant même que ce soit fini, on les condamne déjà. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tu investis autant d'argent, autant d'années envers un petit noyau de joueurs et que tu as au moins 2 de ces gars-là, Marner et Matthews, qui ont l'air victimes de ce même problème-là, de se figer en séries éliminatoires. Écoute, on est rendu à... Je pense que Matthews a joué maintenant 11 matchs de 2e ronde dans sa carrière, puis il n'a aucun but. 5 plus 6, ça fait 11. 5 plus 5, 10 c'est ça, il est rendu à 10 matchs. Bon, d'une part, c'est pas beaucoup de matchs, mais pour comment ça se fait qu'il n'a pas joué plus souvent en 2e ronde des séries, ça, c'est le premier problème. Mais 0 en 10. Deuxièmement, il est 0 en 10, puis c'est censé être le meilleur marqueur, meilleur jeune marqueur de la Ligue nationale en ce moment. C'est le gars, depuis son entrée dans la Ligue nationale, c'est le gars qui a marqué le plus de buts. Là. Ouais. Donc, c'est le meilleur marqueur de la Ligue depuis 9 ans. Alors, 0 en 10, c'est inacceptable. Non, mais c'est inacceptable. Mitch Marner, la crampe au cerveau qu'il a eu sur le 3e but des Panthers, il pivote, puis il fait une passe à l'aveuglette, un revirement gros comme le bras. C'est inacceptable aussi de faire ce genre de jeu-là. Alors là, il faut être particulièrement malchanceux pour dire, nous autres, nos gars, ça va être lui, puis ils sont atteints du même mal. Mais est-ce qu'on yips. Ouais. De yips. Ah oui, on a déjà parlé de ça. Je vois pas qu'est-ce que ça peut être. Tu sais, Martin Leclerc nous parlait aussi souvent quand le Canadien n'arrivait pas à bout là, de mettre un terme à sa disette à San Jose, qui n'avait pas gagné depuis 1999. Là. Ouais. Ça s'est transporté jusqu'en 2022 environ, je pense. Il disait, tu sais, les gars de l'édition 2022 du Canadien ont strictement rien à voir avec ceux du début des années 2000. Mais, puis je pense qu'il y avait une étude à l'appui là-dessus, là, parce qu'il y a toujours des études à l'appui avec Martin. Martin a toujours une étude. Toujours une étude dans sa manche. Sort une étude de sa poche arrière. Et comme quoi, pour utiliser un mot que j'haïs, ce narratif-là, OK, qui est répété ad nauseam, puis sur le clou sur lequel on tape tout le temps, les journalistes, les médias, les partisans, enfin, l'ambiance. Tu l'avoues. Ouais, c'est notre faute. Il y a de ça là-dedans, c'est sûr. Fait en sorte que chaque édition du Canadien, pendant plus de 20 ans, c'est quand même quelque chose, hein, se l'est approprié un peu et arriver à San Jose avec cette attitude de on s'en sortira pas. C'est perdu d'avance. Comme toi avec ton fou rire d'il y a 3 jours. Hey, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti d'ailleurs. Je pense que c'est un bel exemple. Je pense que c'est un exemple de détermination. Merci à Marc-Antoine qui a fait un boulot extraordinaire. J'ai gardé mon poker face parce que je voulais juste aller vous chercher, les gars. Oui, je savais qu'on était en sinon, on se noyait. Je trouvais pas ça drôle, mais il fallait que je garde mon sérieux parce que sinon... On se noyait. Tu es notre rock. Et... donc, je pense qu'il y a un peu de ça avec les Maple Leafs de Toronto. Mais ça se guérit. J'imagine que ça se guérit. Puis comment ça se fait que ça ne s'est pas guéri avec les 2 victoires au premier tour? Tu sais, le blocage, il était là, pas capable de passer le premier tour. C'est un nouveau blocage. C'est le blocage du 2e tour. Oui, mais c'est juste la 2e fois qu'ils sont là. Je veux dire, ça va prendre 9 fois. C'est étonnant que ça se répète tout de suite, immédiatement, là, le blocage. Vous l'avez franchi. C'était quoi? C'était il y a 2 ans la première fois, en 2023, quand ils ont battu le Lightning, quand même, qui était leur tortionnaire, eux puis les Bruins, au premier tour. Puis là, on bat le Lightning. Puis comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à le libérer? Non, c'était pire encore dans la série contre les Panthers, où ils étaient inexistants. Là, ils ont bien commencé. Ils sont à 1 tir de mener 3-0 dans la série en prolongation du 3e match. Comment se fait-il que l'écroulement devient... Le match numéro 5, c'est inacceptable pour les raisons qu'on a évoquées, puis tous les commentateurs l'ont dit, mais en termes d'effort aussi, il y a des commentateurs torontois qui disaient que c'était la pire performance qu'ils ont vue d'une équipe en séries éliminatoires de l'histoire de l'humanité. Et en termes de médiocrité,
ils s'y connaissent. Exact. Ils n'en sont pas à leur premier rodéo. Non. Donc, c'est vraiment difficile à expliquer. À sa défense, Matthews est blessé. C'est sûr. J'imagine qu'on va en savoir plus là, si le Toronto se fait éliminer. Mais ça se répète année après année. Et inversement, année après année, William Nylander est celui qui, de loin, tire le mieux son épingle du jeu. Puis Tavares a eu ses moments aussi en série. Mais c'est ça. Je suis à court de solutions autant qu'eux. Là. Cela étant dit, que tout à l'heure, tu parlais de l'hypothèse Mitch Marner, aller chercher Mitch Marner, puis bon, on déplore ses performances en série, pourquoi on irait le chercher? Peut-être que Mitch Marner, il y a un côté aussi... C'est comme un joueur qui joue pour les Sabres de Buffalo. Il est avec les Sabres. Il est contaminé. Il est contaminé de la même manière que là, tout ce qui enfile le chandail bleu et blanc des Maple Leafs devient contaminé en séries éliminatoires. Mais tu le sors de cet élément-là, tu l'amènes dans un autre contexte, peut-être que tu vas avoir un résultat différent. C'est arrivé avec tellement de joueurs des Sabres. Fait que peut-être que c'est pas qu'il est fondamentalement un loser, mais que dans un autre contexte, il va pouvoir... Aux 4 nations, il nous a prouvé qu'il n'était pas vraiment un loser. Là. Ouais. C'est un bon joueur de hockey quand même, mais c'est juste que tout là, un joueur de hockey. C'est difficile à comprendre. Ouais, peut-être qu'il n'est pas... il est payé comme tel, par contre, mais peut-être qu'il n'est pas de cet acabit-là, c'est-à-dire du gars sur qui a la responsabilité de transporter cette équipe-là. Là, elle est partagée là, avec Matthews, entre autres, mais peut-être qu'il ne peut pas être le Connor McDavid de son équipe ou le Nathan McKinnon ou le Nikita Kucherov. Ou peut-être qu'il serait une super vedette en complément parfait à une autre vedette qui est capable de tirer la charrette. T'sais. Peut-être que c'est ça. C'est comme Marc Bergevin disait à l'époque, il y a des joueurs qui t'amènent en série, puis tu as des joueurs qui t'aident à traverser les séries. Les Leafs semblent avoir fait le plein de joueurs qui vont juste t'amener en série. Parce que pour y aller en série, ils y vont. Ah, ils vont. Ça rentre. Mais honnêtement, je croyais que cette année, ça allait être différent. Ouais, moi aussi, j'étais convaincu de ça. C'est pas fini. Là, on en parle comme s'il était mort. Ouais, c'est pas fini. Non, puis j'hésite, puis je veux pas faire ça parce que on le fera quand ça sera fini. Mais si ça se termine là, si ça se termine en deuxième ronde, surtout de façon spectaculaire comme ça c'est parti, il faudra se demander parce que c'est ça. On le fait pas tout de suite, là, mais il va y avoir des questions intéressantes à se poser sur comment cette équipe-là va avancer. Puis, enfin, ça, OK. Une autre série, juste un mot sur les Oilers, parce que je les ai mis dans mon menu d'ouverture. Je pensais qu'on ferait le tour complet. Mais, tu sais, Hurricanes Capitals, qu'est-ce qu'il y a à dire autre que les 15 étaient s'enlignait. Ouais, les 15 étaient trop forts. Hier, les Caps jouaient pour leur survie. Ils n'ont même pas 20 lancés, je pense. C'est ça. Ils ont étouffé, là. Ils n'ont pas respiré de la série. C'était ça du début à la fin. Mais je pense que la troisième période, ils ont réussi à avoir 10 lancés, puis c'était la période, depuis le début des séries, où les Hurricanes ont donné le plus de tirs. 10! Une fois 10. C'est fou, en 15 périodes de hockey, à peu près. C'est fou, Fait que, non, eux autres sont en ce moment, là, sont très, très bien rodés. Là, on dira ce qu'on veut, mais sont dangereux. Les Oilers, moi, je trouve que ils se sont présentés à Vegas avec des Golden Knights qui ont voulu être le plus étanche possible défensivement. Ça a été un match. Après le foisonnement du match précédent, là, on a tout resserré. Puis on a vu ça dans d'autres séries aussi, parce que Caroline, Washington aussi, on a essayé de garder ça serré. Winnipeg, en battant Dallas, ils ont battu. Oui, ils ont marqué 4 buts, mais ils ont aussi maté défensivement. Alors, Vegas a fait ce qu'ils ont pu pour essayer de contenir Edmonton, sauf que moi, ce que je retiens de la performance des Oilers, c'est que là, tu as comme la renaissance de Stuart Skinner. Je disais à la blague « with a little help from my friends », mais là, il fait 2 blanchissages de suite. Ouais. C'est quand même spectaculaire, là. Le gars revient, puis tu sais, il y a une bouille sympathique. Tu as le goût de prendre pour lui. Il est super fin, Stuart Skinner, pour l'avoir couvert durant la finale de la Coupe Stanley l'année dernière. Extrêmement disponible. C'est pas le cas de tous les gardiens, là, particulièrement dans un contexte comme ça. Disponible, généreux, franc. Effectivement, tu as le goût de prendre pour lui. Come on, Stuart, t'es capable. Mais les Oilers gagnent des matchs 1-0, 3-0. Ils gagnent de plusieurs manières. Puis ils peuvent te battre 6-4. Il semble... C'est peut-être ça. Il semble être arrivé à quelque part. C'est peut-être plus ça.
Puis, puisqu'on y est, les Jets sont toujours vivants. Connor Hellebuyck... toujours vivant. Ben, Connor Hellebuyck, ça a bien été. Le match était à Winnipeg. C'est ça. Là, ça fait quoi, 9 défaites de suite sur la route? Oui. À l'étranger. Il va falloir que... c'est parce que là, s'ils ne gagnent pas, c'est terminé. Alors, je pense que ça va être difficile pour le Winnipeg de prolonger cette série-là, mais c'est un bel effort, déjà. C'est beau! C'est beau. Je suis fatigué. Oh, c'est un gros, ça. Ça en était un gros. Un gros. Donc, voilà. On va se retrouver mardi dans la formule habituelle. Martin sera de retour. Peut-être qu'on vendra les Maple Leafs en partie. C'est comme quand tu achètes un truc, puis tu le démontes, puis tu vends les pièces détachées. Ça va être fini, les Leafs. Brandon Shanahan. Peu importe, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, t'as raison. Ça va être match, ça va être dimanche. Là. Donc, Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui, c'est ce que je fais. Ouais. Et Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Mais je pensais que c'était toi. Hein? C'est le gif de Spider-Man. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais pour les gens. Ouais, en audio. Alors, si vous nous écoutez ouais. Là et que vous ne faites pas du jogging, fermez les yeux. Et là, imaginez là, les 4 Spider-Man qui se pointent. Ils sont 2. Ils sont plus que 2. Mais non, ils sont 2. C'est 2 Spider-Man. Oh, Alex. Non, moi, le gif que j'ai vu, il y a 3, arrête là. 3, 4, 3. Change de sujet, tu t'aides pas. Là. Tu te cales, le gros. OK. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Passez un bon week-end et on se retrouve mardi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.